Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage les médias, des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 50 qui va du 9 au 15 décembre, mais je vous parlerai aussi un petit peu de la semaine 49 parce qu'il n'y avait pas d'épisode la semaine dernière. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'étais en week-end en famille, donc je n'ai pas pu faire d'épisode. Alors, je vais grouper un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière avec cette semaine et je vais commencer par vous dire ce que j'ai regardé ces 2 dernières semaines. J'ai continué Dan Dadan, donc ce manga animé sur Netflix qui est toujours aussi décalé. J'ai vraiment bien aimé les derniers épisodes où on arrive sur des trucs avec un mix d'extraterrestres, de yokai et de trucs complètement débiles. Oui, il faut le dire, c'est débile en fait. Mais c'est extrêmement drôle et on apprend aussi pourquoi les extraterrestres enlèvent les vaches. Si vous vous êtes toujours posé cette question, n'hésitez pas à les regarder, au moins vous avez une réponse là. J'ai continué à regarder Hilda. Alors Hilda, j'ai beaucoup aimé la fin de la saison 2, j'ai beaucoup aimé le film qui l'a conclu. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu qu'il y avait un film, donc je vais enchaîné directement sur la saison 3, j'ai eu un petit trou en fait dans l'historique parce que je me suis dit mais ils peuvent pas finir la saison comme ça et commencer la saison 3 comme si rien n'avait existé. Mais en fait non, il y a un film qui conclut la saison 2 qui est aussi disponible sur Netflix, donc j'ai pu le regarder. C'est vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. Saison 3 avec le changement de lieu, le changement de paradigme au niveau des créatures, etc. Ça me chiffonne un peu pour le moment, mais on va voir ce que ça donne. Je vais continuer, je vais m'accrocher, mais en tout cas les 2 premières saisons sont vraiment très très bien. La 3e, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, pas encore complètement convaincu. J'ai regardé aussi une vidéo sur YouTube qui s'appelle Best Note App for 2025, donc une vidéo qui vous dit que Obsidian est la meilleure application de notes que vous pouvez utiliser pour 2025. Alors je suis pas loin d'être d'accord avec cette vidéo, ça donne quelques templates, quelques notes, quelques explications sur Obsidian en tant que logiciel de prise de notes, et en fait ce qui est très intéressant, et ce que je trouve bien fait dans cette vidéo, c'est que en fait il faut retenir qu'Obsidian c'est simple à la base, c'est un outil de notes en Markdown, donc faut juste avoir un peu la syntaxe Markdown, hein, c'est des hashtags pour des titres, c'est des étoiles pour italique, double étoile pour dire que c'est gras, en gros, hein, c'est voilà. Mais en gros, c'est extrêmement simple comme logiciel de notes et c'est extrêmement puissant en termes de recherche interne, en termes de recherche pour faire des liens entre les notes. C'est la base d'Obsidian. En fait, on retrouve une complexité dans Obsidian quand on essaye de lui faire tout et n'importe quoi, qu'on rajoute des plugins, qu'on rajoute des choses, etc. Et c'est à ce moment-là que ça devient extrêmement compliqué. Mais c'est aussi un logiciel qui permet de faire ça. C'est-à-dire que si vous avez des besoins particuliers, il y a sans doute un plugin qui existe qui va répondre en partie ou complètement à votre besoin. Puisque maintenant, la base de plugins d'Obsidian est de plus de 2000 plugins. Il y a pas mal de choses. On voit fleurir ces derniers temps des plugins autour des AI, autour des intégrations de LLM, etc. pour faire de la RAG, donc de l'entraînement sur des documents particuliers, donc de l'entraînement de modèles directement sur vos notes, ce genre de choses. Mais à la base, Obsidian, c'est une application qui est extrêmement simple et qui fonctionne extrêmement bien. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Cette semaine, j'ai lu l'issue 318 de Dance Discovery, une newsletter sur le fait de lutter activement contre le cynisme et de préférer choisir en fait la joie pour rester positif. J'ai bien aimé. C'est vraiment sympa en fait à lire, à découvrir, etc. À essayer de maintenir un état positif, lutter contre les mauvaises habitudes cyniques qu'on peut avoir régulièrement. Par contre, je pense que la mise en pratique dans mon cas actuellement est extrêmement difficile, notamment dans le cadre du travail, puisque à chaque fois que j'essaye de voir le positif, on arrive toujours à trouver des nouvelles trucs pour saper un petit peu mon moral. Voilà. J'ai commencé à lire le livre Lieux mystérieux en Bretagne, donc c'est un guide des lieux mystérieux bretons, et dans le cadre de mes projets de jeux de rôle, c'est super intéressant. C'est très sympa, il y a pas mal de légendes que je ne connaissais pas et que j'ai commencé à noter pour pouvoir m'en inspirer dans les projets de jeux de rôle, donc à suivre. J'ai continué ma lecture de Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience. J'ai du mal quand même à avancer dans la lecture du livre. Le livre audio m'endort, comme une séance de relaxation, c'est radical. J'écoute à peu près 5 minutes et paf, je ronfle. Et le livre physique, et je le trouve assez parfois abstrait en fait, j'ai du mal à vraiment choper les concepts, je suis en train de relire, etc. Peut-être il faut que je lâche un peu prise et que je lise d'une traite et puis revenir dessus si j'ai des questions. Bon, pour le moment je m'accroche, mais c'est vrai que c'est pas ça. J'ai continué la lecture de Slow Productivity, donc j'avance aussi difficilement, mais j'avance dans ma lecture. Il y a vraiment de bonnes idées, il y a vraiment des choses dont j'ai parlé dans mes épisodes pour devenir mon propre manager, mais ça je vous l'ai déjà dit, et franchement, il y a de plus en plus de conseils de mise en pratique en fait des 3 grands piliers qui donnent de la slow productivity et c'est vraiment intéressant. On arrive sur des choses qui sont vraiment intéressantes parce qu'on arrive dans des choses où on va pouvoir mettre en place des choses dans un contexte professionnel.
Et là, c'est intéressant en fait d'arriver, de dépasser la théorie pour arriver à la pratique. J'ai lu aussi un article, The Art of Wintering. C'est un sujet qui me parle et qui, je trouve, rejoint les concepts de slow life et de slow productivity. C'est l'idée d'hibernation, que les humains aussi sont affectés par les saisons, qu'on a tendance à ralentir pendant la période hivernale, qu'on est moins productif, qu'on est un peu plus plan-plan, et que cela est même nécessaire pour reprendre de la force et d'être autant plus énergique au printemps. Donc c'est un sujet vraiment qui me parle et qui me dit qu'effectivement on arrive sur la notion de productivity. Typiquement, en fait, c'était des notions pour l'industrie ou pour l'agriculture, et donc on avait des périodes de productivité parce que c'était les récoltes et ensuite c'était l'hivernage, etc. Donc il y a pas mal de choses qui en fait sont assez cycliques et qu'on a un peu tendance à avoir zappé, voire à essayer de faire disparaître, notamment dans tout ce qui est, on va appeler les métiers du savoir, les métiers de la connaissance, ou être devant son ordinateur à pondre des lignes de code. Est-ce que ça dépend de l'été, de l'hiver, etc. Alors, pour avoir bossé dans des ESN sous des verrières sans clim, oui, ça dépend beaucoup, mais sinon, effectivement, en fait, on a des cycles naturels en tant qu'être humain qui vont nous permettre d'être plus productifs, d'être plus énergiques à certains moments de l'année qu'à d'autres. J'ai lu aussi la newsletter Top 10 des Data Governance Trends for 2025. Je commence la lecture de cette newsletter autour de la gouvernance de données. Alors, la gouvernance de données, c'est un sujet qui me parle beaucoup. C'est un peu comment on va appliquer tel ou tel rôle à la donnée, comment on va savoir si telle donnée est utilisée, etc. En gros, il y a 4 grands thèmes dans la gouvernance de données. Il y a la disponibilité des données, donc la sauvegarde, le stockage, la mise à jour, la diffusion, le partage, enfin tout ça. C'est comment elle est disponible, c'est-à-dire est-ce qu'on peut la récupérer, est-ce qu'on peut la partager. L'utilisabilité des données, donc ça implique qu'on ait des données à jour, qu'elles soient cohérentes, qu'elles soient d'accès facile, c'est-à-dire que si on est obligé de faire 25 tickets, d'utiliser des commandes SQL de 800 lignes pour avoir juste un KPI, c'est peut-être pas intéressant. Voilà, donc ça c'est l'utilisabilité des données. Et on a l'intégrité des données, elle doit être cohérente, fiable, pertinente. On arrive sur les problèmes de data quality, si on a des doublons, si on a des données qui sont remplies qu'à moitié, etc. Par exemple, si on a une base de contacts et qu'on s'aperçoit que la moitié de nos contacts n'a ni téléphone ni email, comment on les contacte? Donc ça, c'est la grande question. Donc là, on est sur l'intégrité des données. Enfin, on rejoint aussi l'utilisabilité. On a la sécurité. Donc c'est en sachant qui doit avoir accès à quelles données, où elles sont stockées, on va pouvoir mettre des notions de sécurité. Par exemple, Jean-Michel de la compta doit avoir accès à certaines choses, Martine de la production doit avoir accès à d'autres choses, mais au fond, on arrive sur la même donnée du produit et on va avoir pour 2 cas et 2 utilisateurs différents des droits d'accès, par exemple, différents. Et ensuite, il y a effectivement toute la sécurité des données. Vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment, il y a énormément de cyberattaques, que on apprend qu'il y a des brèches de données tous les jours, que votre adresse email a sans doute fuité au moins 25 fois sur Internet dans des bases sur le darknet. Voilà, donc la sécurité, c'est un point très important. Et donc, cette newsletter, c'est une newsletter qui est faite par Charlotte Ledoux, qui est spécialiste dans la gouvernance des données. Et franchement, ce que j'y lis pour le moment, je trouve ça très instructif et plein de bonnes idées. Cette semaine, j'ai aussi écouté pas mal de choses. J'ai écouté Capture Mag, Stéroïde, le podcast sur les maîtres de l'univers. Qu'est-ce que j'ai rigolé à l'écoute du podcast sur ce film de série Z. Franchement, c'est un épisode extrêmement fun et du début à la fin, on se fend la poire. J'ai écouté ensuite toute une série de podcasts de DataGen, donc Data Génération. Il y en avait plusieurs, donc le numéro 151 qui parle d'un bootcamp pour devenir analyste ingénieur. Donc le bootcamp, moi, m'intéresse bien parce que je pense que je connais pas mal de choses, mais qu'il y a des outils que je n'ai encore pas eu l'occasion d'utiliser, donc ça serait peut-être l'occasion. En plus, c'est Calliope, donc je vais voir si je peux faire payer cette formation par ma boîte. L'épisode 170 sur Le Bon Coin, justement, avec de la data science, du ML Engineer, en fait, c'est un épisode que j'ai trouvé très sympa, non pas sur la data, mais sur comment gérer et motiver ses équipes de la data, et j'aime beaucoup la façon dont elle présente ça. Et l'épisode 171 sur Snowflake, et alors là, mine de rien, l'usage de Snowflake qui est donné juste par la personne de Snowflake pour essayer d'être à jour sur ce qui s'est passé dans le podcast de DataGen, c'est juste fou. Elle a pris les vidéos YouTube du podcast, elle les a scrappées avec un script Python. Elle a récupéré les vidéos, elle les a transformées dans Snowflake avec du Whisper pour avoir toutes les transcriptions. Une fois qu'elle a eu les transcriptions, elle a entraîné, donc elle a fait du RAG en fait, elle a entraîné un petit modèle de langage, donc un petit LLM, sur spécifiquement toutes les transcriptions du podcast, et ensuite elle a monté le chatbot pour pouvoir interroger, pour savoir ce qui s'était dit sur Snowflake et s'il y avait des sujets qui étaient restés sans réponse pour pouvoir apporter les réponses maintenant. Et tout ça intégralement dans Snowflake, de ce qu'elle dit, donc j'avoue que
c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est le point qui m'a fait dire que effectivement Snowflake, ça va être un outil qui pèse déjà pas mal dans le game autour de la data, mais qui là, prend vraiment de la place, notamment si l'intégration IA est aussi simple que ça. Oui, parce que la blague, c'est qu'elle a fait ça en moins d'une demi-journée. Donc, effectivement, si l'intégration de l'IA et de la RAG est aussi simple que ça, je pense que là, ça écrase un peu le jeu, quoi. J'ai aussi écouté 2 épisodes de la JDR Academy, Brindlewood Bay, donc la deuxième partie. Alors décidément, moi les jeux à la Brindlewood Bay avec les enquêtes émergentes, ça devient mes petits chéris. J'adore vraiment ce concept d'enquête émergente, la manière dont c'est mécanisé. Je trouve que ça apporte un vrai plus, surtout dans ce style d'histoire qui est la façon un peu cosy mystery. Donc on va avoir Hercule Poirot, Miss Marple, etc. Enfin tous les Agatha Christie. Et j'ai trouvé ça je trouve que c'est génial justement que personne autour de la table ne sache réellement qui est le coupable, qu'on fasse des théories et que en intégrant les indices dans ces théories, ça va nous apporter des bonus pour le jet de dés pour voir si les dés vont valider la théorie et dire effectivement vous êtes sur la bonne piste ou non, c'est une fausse piste, il faut retrouver autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et je trouve que ce concept est génial. Et d'ailleurs, c'est le concept qui est repris dans Cryptid Crits dont je vous parlais il y a quelques épisodes de podcast de ça et que j'ai pas encore continué en termes de lecture, mais ça va venir. Et j'ai aussi écouté l'épisode Star Trek Lower Decks. Alors, l'épisode perdu. Système ultra simple, c'est du laser feeling, c'est très très fun, très très simple. Excellente maîtrise de l'univers. Et les deux ensemble, pas de secret, ça donne une partie très réussie et à écouter. Donc chapeau pas à l'équipe. En tout cas, c'était vraiment ultra fluide. Et si vous connaissez l'univers de Star Trek Lower Decks, vous retrouvez aussi un peu les caractères en fait des personnages et c'est assez intéressant et c'est assez sympa. Et ensuite, je me suis fait une petite passe sur Tech Café avec Chrome en danger, donc gros sujet, celui de la revente ou non de Chrome par Google. Et à la fin de l'épisode, il y a aussi une idée de startup verte qui est, je trouve, très intéressante et qui m'a beaucoup parlé, donc n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. L'épisode Pump Fun, plus on pompe, plus c'est fun. Et alors là, on découvre le pire du genre humain sur Internet, et merci à Pump Fun de le faire ressortir, parce que là, on est quand même sur un truc qui permet de générer sa propre crypto-monnaie. En fait, elle va être indexée un peu sur la hype du créateur. Donc, ils ont lancé une fonction live, donc on se retrouve avec des trucs comme le shitcoin, qui est la devise créée par un internaute qui a fait un marathon VC. Voilà. Et donc ça, c'est pour vous donner un peu l'idée de ce qui peut se trouver. Et bien sûr, il y a bien pire parce que c'est Internet. Merci beaucoup. Et sinon, on y parle aussi des compressions LLM, de la performance, etc. Donc des sujets encore très pointus et très intéressants. Et franchement, c'est bien expliqué, bien amené. Tech Café aussi, revival d'appareils photo numériques. Alors la question importante dans l'épisode pour moi, c'est surtout un compte de réseau social appartient-il à celui qui a les identifiants ou au réseau social? Là, il y a tout un truc, vous écoutez l'épisode, mais il y a tout un truc autour justement d'une passation de compte de réseau social suite à un rachat, ex-Twitter sans mail, et je trouve que c'est assez significatif de notre société. On utilise plein de services sans jamais vraiment se demander si tout ce qu'on fait est privé ou si tout ce qu'on dépose, partage, ça nous appartient bien encore, et je pense que là, on arrive sur un point extrêmement important, c'est est-ce que l'utilisation des plateformes peut continuer comme ça? Est-ce que l'utilisation des plateformes et en tant que créateur de contenu ne va pas juste à un moment poser problème? Puisque si ce qu'on dépose et ce qu'on met sur Internet ne nous appartient plus, comment faire pour le partager? Comment faire pour trouver d'autres alternatives en fait? Et cette semaine, sinon, j'ai aussi travaillé sur 3 scénarios pour du Monster of the Week. Donc j'ai repris mon Growly que j'ai refait un petit peu, j'ai repris un autre épisode qui va s'appeler Les Pierres Mystérieuses et un autre qui s'appelle Danse avec la mort. Pour le moment, je vous en dis pas plus, je tease ça, mais on est en train de faire un petit regroupement de différents scénarios pour Monster of the Week dans le cadre de la France autour de la JDR Academy. Donc il y a quelque chose qui se prépare pour 2025 et ça arrive fort, mais très fort. Et sinon, cette semaine, pour terminer, j'ai joué à Brotato. Alors là, je me suis perdu puisque Brotato, c'est devenu un bouffetant assez incroyable. C'est un jeu entre Vampire Survivor où on va tourner sur la carte, essayer d'obtenir des choses pour monter, on va dire, nos armes et autres, etc. Il va y avoir différentes vagues et on va se retrouver aussi à un côté roguelike plus poussé, qui va rappeler un petit peu Binding of Isaac, donc on est vraiment entre les deux, et je suis vraiment tombé dans le jeu en fait. Je me suis vraiment fait avoir, mais c'est agréable, ça fait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à jouer à un jeu vidéo, donc là je trouve ça très agréable. Et ben voilà, ça sera tout pour cette semaine, c'est un épisode un peu plus grand que la dernière fois, c'est un peu plus grand que la moyenne, mais en tout cas j'espère que vous allez trouver du contenu qui vous intéresse, et on se retrouve peut-être la semaine prochaine, on va voir si je survis aux fêtes. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!